Vous en avez marre de faire du sport seul ? Votre coéquipier préféré n'est plus disponible aussi souvent que prévu ? J'ai la solution. Je suis ravie de vous parler de Smatchy, une application mobile qui vous connecte avec d'autres sportifs près de chez vous. Que vous soyez amateur ou sportif confirmé, Smatchy propose des fonctionnalités pensées pour vous. Un algorithme qui vous connecte avec des personnes partageant votre pratique, ou bien la possibilité de rejoindre ou d'organiser vos propres événements. Alors si vous avez envie de sortir de votre routine, de rencontrer de nouveaux partenaires ou simplement de rester motivé dans votre pratique sportive, téléchargez Smatchy dès maintenant. Petit bonus, c'est 100% gratuit. Disponible dès maintenant sur l'App Store et le Google Play Store. Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée, Léa Shelly. Shelly, pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Fondatrice de Squarely. Bonjour Léa. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots aux auditeurs du podcast et aux auditrices et nous expliquer ce que propose ta société Squarely? Comme Avec si plaisir. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je trouve que c'est toujours bien quand Ouais, on se avec les plaisir. présente. Et ben déjà, merci pour l'invitation. Je suis donc Léa, j'ai 28 ans et j'ai fondé il y a 3 ans Squarely. Squarely, c'est une agence de production audiovisuelle. Donc, on est spécialisé dans la création de contenu vidéo et photo exclusivement pour les entreprises et à destination de leurs réseaux sociaux. Donc, en gros, quel que soit le secteur d'activité, on va s'occuper de trouver des contenus qui soient pertinents à poster pour l'entreprise. On va réaliser ces contenus et on va les poster sur les plateformes pour eux. Donc, ça peut être notre plateforme de prédilection, c'est Instagram et aussi TikTok. Mais ça peut tout à fait être aussi, quand on a affaire à une entreprise qui fait vraiment beaucoup de B2B, LinkedIn, Facebook aussi, qui continue un petit peu, enfin, qui survit, on va dire. Mais voilà. Et du coup, on crée du contenu vidéo et photo très qualitatif parce que toute l'équipe est formée au métier de l'audiovisuel. Donc, on n'est pas vraiment une agence de communication, on est vraiment plus dans la production. Et voilà, on crée des contenus pour les réseaux sociaux, mais qui sont semblables en termes de qualité à ce qu'on peut voir en publicité à la télé ou au cinéma, par exemple. Ok, on sait tout maintenant. Voilà. Du coup, le podcast, comme tu sais, commence toujours par, en tout cas l'interview commence toujours par un petit portrait chinois. Et si t'es ok, ben on va commencer par ça. Ça nous Ouais. permettra d'apprendre un peu à te connaître avant d'aborder le sujet qui concerne le podcast, le mental et surtout ton mental à toi, comment toi tu t'y prends pour relever des défis, te concentrer, te motiver, etc. On y va? Portrait Avec chinois? plaisir. Let's go. Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Alors, si j'étais un animal, je serais une lionne. C'est pas très original. Mais parce que tout au long de ma vie, et je pense qu'on va revenir dessus, j'ai dû traverser beaucoup d'épreuves et je l'ai toujours fait avec beaucoup de résilience, tout en voulant me protéger et protéger mon entourage. Donc pour moi, ça ressemble à une lionne. Tu étais une couleur, laquelle choisirais-tu? Le bleu, parce que le bleu, c'est lié. Vous savez, en communication, on dit que le bleu, c'est tout ce qui est social, mais c'est aussi tout ce qui peut être parfois émotionnel, dans les émotions, etc. Et je trouve que ça me traduit bien. Tu étais un livre, lequel représenterait le mieux ton parcours? Je pense que ce serait L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est un livre qui est clairement qui fait se poser beaucoup de questions sur notre quête personnelle et notre
notre but dans la vie en fait. Pourquoi on vit, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Et je trouve que pareil, c'est quelque chose qui me caractérise assez bien parce que je suis en constante remise en question ou en tout cas questionnement sur ce qu'on peut faire mieux, ce qu'on peut améliorer, que ce soit sur moi-même ou même autour de moi. Si tu étais un plat, quel serait-il? Un bon plat de pâtes, c'est réconfortant. On peut le manger à toutes les sauces et ça sera jamais pareil. Donc ouais, c'est la diversité et la flexibilité d'un plat de pâtes. Si tu étais une citation, laquelle te définirait le mieux? Alors attendez. Non, j'essaie de bien la formuler parce que je l'ai, mais j'essaie de bien la formuler. Ma deuxième vie a commencé quand j'ai compris qu'on n'en avait qu'une. Ça vient d'un livre, non? Je sais plus, honnêtement, je sais plus. Mais pour moi, enfin, cette citation me parle, mais tellement. Je sais pas, mais ça me parle. Ouais, ça te parle aussi. Si tu étais à un lieu, où aimerais-tu être? New York. New York parce que ça bouge, ça dort jamais. C'est, cela dit, quand même très individualiste. On est avec plein de monde et en même temps, on est très seul. Tout est grand, tout est beau, on peut tout faire, on peut être qui on veut. Ouais, New York. Tu étais une saison, laquelle incarnerais-tu? Le printemps. Parce que le printemps, c'est le renouveau, c'est ni chaud ni froid, c'est les petites fleurs qui bourgeonnent, on est sur une naissance. Tu étais un personnage historique. Qui choisirais-tu? Celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure. Je dirais Simone Veil, pour sa résilience, pour sa capacité à aller de l'avant malgré les horreurs qu'elle a pu vivre et en plus, par-dessus le marché, changer le monde en fait et changer des principes fondamentaux de la France. Tu étais une qualité, laquelle souhaiterais-tu avoir? La justesse. La justesse. Mais bon, après, c'est au sens très large, c'est-à-dire être le plus juste possible, le plus bienveillant aussi en même temps, du coup, en essayant de ne rien trop bousculer, en tout cas de ne bousculer personne, mais rester quand même droite dans ses bottes et aller droit au but. Et les petites dernières. Si tu étais un rêve, quel serait-il? Être une star. Non, je rigole. Non, mais bon, un rêve, ça veut dire que c'est vraiment, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Je dirais vraiment juste le bonheur à l'état pur et le succès aussi. Ok, bah écoute, merci pour... Pas très original, hein, tout ça, mais bon. C'était assez 10 questions que j'avais choisies qui me paraissaient être pertinentes un petit peu pour faire un peu le warm-up. Ouais, mais c'est sympa, ça permet de mettre un peu dans le bain, c'est vrai. Du coup, on va revenir sur ton parcours maintenant. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours? Alors, beaucoup de résilience aussi, que ce soit sur le pro ou le perso, parce que la vie a fait que j'ai eu autant d'épreuves au niveau perso que au niveau pro, et je pense que ce sont les épreuves perso qui m'ont menée vers le pro. Donc, je dirais beaucoup de résilience et quelque part d'évidence. Parce que au final, je me dis avec du recul que s'il ne m'était pas arrivé tout ce qui m'est arrivé, sur lequel on va revenir bien sûr, je ne serais pas du tout là aujourd'hui. Donc ouais, la résilience, ça m'inspire de la résilience, de l'évidence et de la confiance, parce qu'au final, quand on voit la big picture, même si c'était pas forcément évident à des moments, à des instants T, tout paraît très sensé et au final pour le mieux en fait. Tu regardes dans le rétro, de quoi tu es la plus satisfaite aujourd'hui? De ma combativité. Vraiment de n'avoir rien lâché et d'avoir... alors, j'allais dire d'avoir cru en moi alors que d'autres n'y croyaient pas vraiment. C'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup de monde qui a toujours cru en moi sur plein de plans, encore une fois. Je pense que c'est plus moi qui ne croyais pas en moi. Finalement, si je regarde en arrière, je suis quand même vachement fière parce que j'ai essayé de pas trop m'écouter et j'ai continué à avancer quand même, malgré mes démons justement qui peuvent me faire dire que je vaux pas. Souvent, de rendre possible l'impossible. Est-ce qu'au prisme de ton parcours, ça t'inspire cette phrase? Absolument. Du coup, je pense que c'est le moment peut-être de rentrer un petit peu plus dans le détail de
de ce par quoi je suis passée. Pour la faire très courte, de base, j'étais pas du tout vouée à faire une carrière dans la créativité et la communication comme je le fais aujourd'hui. La vidéo, ça a toujours été une passion pour moi, mais j'avais pas forcément d'exemple dans mon enfance et dans ma jeunesse pour comprendre que ça pouvait être un réel métier, déjà, dans un premier temps. J'avais jamais considéré que ça pourrait être un métier, donc pour moi, je me suis même pas posé la question que je ferais peut-être ça plus tard. Donc j'ai fait des études en école de commerce et je me suis spécialisée en finance d'entreprise et finance internationale. Donc j'étais vraiment partie pour faire de la fusion-acquisition. Absolument aucun rapport avec tout ça. Et quand même, il y avait pas mal de monde qui me disait « mais c'est bizarre, t'es très créative, ça te ressemble pas, voilà ». Je me suis écoutée pour le coup et j'y suis allée quand même parce que je sentais que j'aimais bien. Après, c'est vrai, j'aimais bien, hein, mais bon, voilà. Et en fait, c'est pile à ce moment-là, en plein milieu de ma formation, que j'ai été diagnostiquée d'un cancer. Et en fait, à partir de ce moment-là, bon, bah forcément, mon monde s'effondre. J'ai 21 ans, j'ai rien vu de la vie et puis on tombe des nues, quoi. Et je me dis, bon, bah d'accord, on va faire ce qu'il faut, on va se soigner. Mais moi, je le prends un petit peu comme un signe de là-haut, comme quoi je fais fausse route. Donc, on va se soigner, puis après, on fera ce qu'on aime. Et effectivement, je me suis soignée. Malheureusement, j'ai rechuté 3 ans plus tard. Donc, pareil, deuxième coup de massue. En fait, si vous voulez, quand vous tombez une première fois malade, vous vous dites « mince, c'est la faute à pas de chance ». Quand vous rechutez, vous vous dites « en fait, c'est pas possible. Enfin, je ne vais faire que rechuter toute ma vie. Enfin, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que j'ai vraiment vécu les 2 fois de manière très, très différente. D'autant plus que, bon, tous les traitements, etc., c'était très, très différent. Donc, c'était 2 combats extrêmement différents l'un de l'autre. Et ils m'ont tous les 2 énormément appris. Mais quand j'ai rechuté, du coup, la deuxième fois, donc, j'étais déjà en train de faire mon activité de vidéo. Mais j'étais à mon compte, vraiment juste toute seule, indépendante. Donc, j'ai tout mis un petit peu en pause. C'est seulement, du coup, après cette deuxième fois qu'effectivement, bon, bah, c'est comme, voilà, le phénix un peu qui renaît de ses cendres. Je me suis dit, non, c'est pas comme ça que je vais tomber. Donc, je pense qu'en fait, finalement, ces épreuves-là, bien qu'elles aient été extrêmement difficiles sur le moment, ont fait la personne que je suis professionnellement aujourd'hui. La vie d'entrepreneur, vraiment, c'est des hauts, des bas. Hier, j'avais pas envie de venir au bureau. Aujourd'hui, je suis tout sourire. Donc, c'est parfois compliqué à gérer. Et le fait, effectivement, d'avoir vécu des épreuves comme ça, ben, permet tout de même de relativiser certaines choses. Et ça m'a donné justement cette résilience de me dire que je peux pas me laisser tomber comme ça après tout ce que j'ai passé déjà. Pour information, quel type de cancer on t'a diagnostiqué? C'était un lymphome de Hodgkin. Donc, en fait, c'est un cancer des ganglions lymphatiques. C'est tout le système immunitaire, en fait. Donc, c'est dans le sang, mais c'est pas une leucémie. Mais voilà, c'est un cousin, quoi. En tout cas, un de courage pour Gérard. C'est souvent Ouais. que ça peut... voilà, on est diagnostiqué, on est soigné, mais on sait que la rémission totale, on a toujours un peu peur que ça revienne, puisqu'on est aussi suivi pendant de longues années. Je suis toujours en rémission et pas encore guérie. Donc, oui, forcément, je suis pas encore dans les 5 ans révolus de la fin de mes derniers traitements. Donc, forcément, oui, je suis toujours suivie, je fais attention. J'ai toujours cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Surtout quand vous avez rechuté, en fait. Quand vous avez rechuté, vous vous dites, mais en fait, j'ai rechuté une fois, je peux rechuter 10 fois. Peut-être que ça va être un cycle infini. Enfin, et c'est terrible logiquement parce que vraiment, on se dit, mais enfin, je pensais m'en être sortie. Si vous voulez, la première fois, c'est un peu l'inconnu. On se dit, bon, voilà, c'est la faute à pas de chance, quoi. Ça arrive. Alors, il se trouve que quand on m'a expliqué, etc., les médecins m'ont dit que c'était vachement fréquent dans ma tranche d'âge. Donc bon, c'est seulement quand ça vous arrive que vous entendez plein de « Ah oui, mon cousin, il a eu ça. Ah oui, machin, il a eu ça, etc. » Bon, soit. Mais c'est vrai qu'une deuxième fois, c'est quand même un autre coup de massue où on se dit le sort s'acharne, quoi. C'est pas possible. Et en fait, il n'y a pas une fois où je l'ai vécu comme ça parce que je me suis dit, bon,
je vais pas m'apitoyer sur mon sort, je vais pas perdre mon temps justement à m'acharner en me disant pourquoi, alors que le plus important en fait c'est d'en sortir. Maintenant oui, on prie et on fait tout ce qu'il faut pour que ça ne revienne plus et définitivement plus. Amen, je l'espère. Mais en attendant, faut avancer quoi. Donc, du coup, on va parler de ton mental. Tu vais définir ce mot, le mot mental. Comment tu le définirais, toi? Je pense que le mental, c'est la clé et la force, cette sorte de force invisible qui fait qu'on lie notre cerveau à notre corps. Et c'est, en fait, ça peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Et c'est quelque chose dont il faut s'occuper, en fait. Et qu'il faut aussi parfois dompter et challenger pour le renforcer. Pour le renforcer, qu'est-ce que toi, tu mets en place pour toi? Elle consiste en quoi, toi, ta préparation mentale? Alors, ma préparation mentale, bon, je suis pas sportive, donc forcément, c'est difficile de parler de préparation mentale. Et je pense qu'au contraire, c'est plutôt quotidien. C'est des petites choses qui font la différence sur le fait de garder confiance en soi, connaître sa valeur, connaître la valeur de ce qu'on fait aussi. Parce que c'est vrai que quand on est dans des secteurs qui peuvent être assez concurrentiels, on peut parfois se sentir un peu découragé, etc. Et je pense qu'il n'y a rien de spécial que je fais, si ce n'est juste être bien entouré déjà, parce que tout le monde craque. Enfin, honnêtement, voilà, ce serait mentir que de dire que tous les jours, ça va super bien et que je suis super confiante. C'est pas du tout vrai, c'est même tout le contraire. Je me bats tous les jours contre ce manque de confiance. Et être bien entouré, c'est hyper important pour avoir justement ces supports psychologiques parfois qui vous relèvent au moment où ça va pas. J'ai pas la chance malheureusement d'avoir un associé. J'aurais adoré avoir un associé. Et je pense que dans le monde entrepreneurial, ça peut être un bon moyen de prendre soin de son mental. En tout cas, au niveau de la charge mentale, ça permet de la diviser par 2. Mais après, encore faut-il trouver le bon, sinon c'est d'autres problèmes. Mais plus généralement, pour le mental, je pense que il s'agit surtout de faire un travail sur soi en se rappelant en fait qui on est, pourquoi on fait les choses et surtout quelle est notre quête à l'intérieur, pourquoi c'est si important pour nous. Et le fait de se rappeler ça, généralement, ça nous donne quand même la niaque de continuer. Si on fait les choses sans qu'il y ait de sens derrière, bah forcément, on va avoir envie de baisser les bras à la moindre difficulté. Mais a priori, quand on entreprend quelque chose, et d'ailleurs, ça peut être n'importe quoi, ça peut être vouloir faire un marathon, comme ça peut être vouloir ouvrir une boutique, une pâtisserie, etc. Si on a cette envie à la base et cette volonté, elle vient de quelque part, elle a un sens, c'est parce que c'est important pour nous d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est ça dont il faut se rappeler quand ça va pas. On va parler de la confiance en soi et du droit à l'erreur. Donc, tu as déjà évoqué tout à l'heure du coup ton problème de confiance en toi. Tu nous disais que ça n'avait pas été quelque chose de simple. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va mieux. Comment tu as pu construire cette confiance, alors même si elle n'est pas optimale, comme je vois ça à ta tête? Franchement, c'est difficile de dire qu'on a confiance en soi à 100%. Ouais, comment tu fais pour en tout cas pour soigner ta confiance et essayer de la développer chaque jour? Moi, je pense que ce que je fais et qui m'aide beaucoup, c'est de tout simplement me rappeler de ce que je fais de bien autour de moi, des choses pour lesquelles les gens peuvent me féliciter ou être fiers de moi, rendre mes parents fiers, par exemple. C'est des choses qui me valorisent et qui me font du bien et qui me rappellent en fait ma valeur. Le problème de confiance que j'ai, moi, est vraiment lié plus à mon apparence parce que j'ai toujours été en surpoids. Et j'ai perdu beaucoup de poids, à peu près 30 kilos il y a 10 ans. Et donc, j'avais fait une vraie transformation physique. Et effectivement, bon, le regard des gens avait changé. Moi, je me sentais beaucoup plus confiante dans mon corps. Donc, c'est des choses que j'ai connues. Mais au final, ça reste éphémère dans le sens où, tenir une ligne quand on a une nature un peu bouboule comme moi, c'est compliqué. Et surtout quand en plus, après, on s'est tapé la maladie. Et bon, voilà, le corps, il a pris des coups. Et j'ai compris en fait que le corps, il fallait qu'on le laisse tranquille déjà. Il fallait qu'on le laisse vivre.
chacun a sa nature. L'important, c'est quand même de prendre soin de soi, ce qui veut dire bien manger, faire du sport, faire une activité, etc. Mais, mais tout ça, quand même, toutes ces épreuves, etc., m'ont fait prendre quand même vachement de recul. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait que j'ai confiance en moi. C'est le recul. Parce qu'au final, je suis, à cause de ce que j'ai vécu, un peu plus mature que mon entourage. Et quand vous vivez des choses comme ça, en fait, toutes ces petites futilités n'ont plus d'importance. Plus aucune. Alors, même si parfois le quotidien fait que ça revient et que ça revient nous enquiquiner un petit peu, ce qui est vrai, dès que ça revient, maintenant, j'ai la capacité de me dire, arrête. Là, c'est trop. Là, tu t'embêtes pour rien. C'est des petits détails, c'est des choses qu'il n'y a que moi qui les vois en réalité parce que je fais une fixette dessus. Ou alors, tu veux réellement les changer, et c'est ce que j'essaye de faire en ce moment, mets-toi réellement au sport, fais vraiment attention, mais ne te laisse pas abattre en fait par ce manque de confiance. Parce que je connais la cause du manque de confiance, donc on va essayer d'y pallier, et puis tout ira pour le mieux, quoi. Après, voilà, on vit malheureusement dans une société où il y a beaucoup de gens qui... Pardon, je suis désolée, il y a un peu de bruit dans le bureau, parce que je suis en enregistrement. Merci. Désolée. On vit dans une société où il y a beaucoup d'expositions, les gens se mettent beaucoup en avant. Nous, les femmes en plus, il faut faire une taille 36, il faut avoir le beau brushing, les beaux ongles. On a quand même vraiment vachement beaucoup de pression sociale là-dessus. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quand même vachement anxiogène. En tout cas pour moi, au niveau de tout ça, au niveau de l'apparence, etc. Mais c'est vrai que, à un moment, tu poses ton téléphone et tu te dis, ça suffit. Ça sert à rien, en fait, de se comparer. Il y a une citation comme ça qui dit les autres sont déjà pris, sois toi-même, en fait. Ça sert à rien de se comparer à quelqu'un d'autre et de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Les rôles sont déjà pris. Tu as le tien et c'est le tien. Donc, il n'y a pas d'intérêt, en fait, à se comparer comme ça constamment, à part juste se pourrir la tête. Et c'est ça qui fait que je dirais que, en tout cas, j'essaye de limiter mon manque de confiance en moi. Ça veut pas dire que ça me donne plus confiance, mais en même temps, j'ai pas besoin de surpasser quelqu'un d'autre pour me sentir plus en confiance ou quoi que ce soit. Je pense qu'en réalité, aujourd'hui, ce que j'ai acquis, plus que de la confiance, c'est de l'assurance. Et c'est plus subtil, il y a une nuance quelque part qui fait qu'en fait, j'ai de l'assurance parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Je le fais avec beaucoup de passion et beaucoup de cœur. Et surtout, j'ai des retours, je parle du pro, là, bien sûr, j'ai des retours qui sont bons. Et en fait, quand vous avez des bons retours et que vous vous rendez compte que ce que vous faites, ça sert à des gens, là, ça prend du sens et du coup, on gagne en assurance. Droit à l'erreur, est-ce que ça te parle? Comment tu gères un petit peu, il y a erreur et erreur, mais souvent on parle de droit à l'échec aussi. Comment tu te projettes là-dedans? Comment tu gères ça, toi? Alors moi, je pense qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec et que, en fait, c'est que des leçons apprises, tout le temps. Et qu'au contraire, l'échec, il faut toujours le prendre comme un moment où on est tombé, mais il faut se concentrer sur le fait de se relever. Et comme je le disais juste avant, quelque part, je pense que la plupart du temps, c'est quand même vachement constructif et que ça nous permet, mine de rien, d'avancer et que parfois, on a besoin de se prendre des claques pour se relever. C'est quand même fou de dire ça et c'est ironique, mais c'est vrai. Je pense que j'aurais pas eu cette combativité aujourd'hui s'il m'était pas arrivé ce qui m'est arrivé. Il faut le droit à l'erreur, évidemment. Enfin, tout le monde a le droit à l'erreur. Alors, c'est sûr que sur l'instant T, on n'est vraiment pas content. Ça nous embête. On a envie de se plaindre. On a envie de tout abandonner. Mais c'est tellement facile d'abandonner aujourd'hui. C'est tellement facile. Mais en fait, la victoire est tellement plus belle quand on a eu des échecs. La victoire est tellement plus belle quand on sait la montagne que c'était, qu'il fallait gravir, que ça en vaut vraiment la peine. Il faut pas s'arrêter sur un échec. C'est hors de question. On s'arrête sur une réussite. Donc voilà, l'échec, oui, bien sûr, il peut y en avoir et plein. Il y en aura plein. Mais ça doit pas être une finalité. J'ai envie de rajouter chacun sa montagne aussi.
Absolument. Et toutes les montagnes sont différentes, mais c'est toutes des montagnes. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui est arrivé les mains dans les poches au sommet. En fait, ça n'existe pas. Et on n'a rien sans rien. Et puis j'ai l'impression que je parle que avec des citations depuis tout à l'heure, mais c'est tellement réel et puis ça illustre tellement bien ce que je pense en fait. C'est pour obtenir quelque chose, il faut quoi. Il y a personne qui fera rien pour vous à votre place. Tout à l'heure, tu parlais du regard des autres. Alors, tu nous parlais de ta problématique de surpoids et puis de la société moderne dans laquelle on vit actuellement. Comment tu as pu t'affranchir du regard des autres? Honnêtement, je sais pas. Je pense que j'ai eu un petit déclic qui a fait que, effectivement, sur la période où j'avais perdu 30 kilos et que tout le monde me regardait, ça m'est un peu monté à la tête et je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est génial de plaire, d'être belle, etc. C'est super. Sauf que je me rends compte avec du recul que j'étais devenue un petit peu, enfin, c'est tout ce qui m'emportait, quoi. J'étais devenue un peu superficielle. Et en fait, je pense que c'est le recul sur cette période-là de ma vie, après que, bien sûr, j'en ai passé, euh, que je me suis dit, en fait, mais c'est tellement futile, c'est tellement pas le principal. Et puis, je pense aussi que le fait de m'épanouir professionnellement et d'être appréciée, enfin, qu'on apprécie mon travail et que je reçoive des feedbacks de plein de monde, c'est génial ce que tu fais, j'ai vu sur les réseaux, c'est super, etc. En fait, je me rends compte que ces remarques-là me font tellement plus plaisir et me gratifient tellement plus que juste de me dire « Waouh, t'es belle, t'as maigri ». Enfin, on s'en fiche en fait de tout ça. Et j'ai compris aussi, et c'est complètement débile quand on y pense, mais j'ai compris aussi que les gens pouvaient m'apprécier, apprécier ma personne, même si j'étais pas forcément gracieuse physiquement. Et c'est quelque chose que j'avais peut-être pas forcément imprimé avant, en fait. Et c'est le simple fait, en fait, de comprendre qu'on est beaucoup plus que juste une enveloppe corporelle. Et je pense que c'est ce jour-là, alors je saurais pas vous dire quand, comment, mais c'est en fait le jour où j'ai compris que ce que les gens aimaient chez moi, c'était mon âme. Et pas, voilà, et pas autre chose. Enfin, ok, être bien dans sa peau, bien sûr, c'est bien, c'est un bonus, on va dire, parce que on plaît physiquement. Il y a le premier abord, c'est sûr, il y a une séduction, surtout quand on vend quelque chose. Si on a l'air propre sur soi, etc., ça peut donner plus confiance, etc. Mais finalement, quand je me mets à parler à des gens et qui comprennent que je fais les choses avec passion et qu'on les fait bien parce que on est passionné par ce qu'on fait et qu'on veut bien faire pour le client et qu'on veut satisfaire notre client, c'est ça qu'ils cherchent en fait. Et c'est en ça que je dis tout ce qui est physique, etc., ça reste quand même vachement éphémère. Et finalement, être bien dans sa tête fait aussi que on se sent bien tout court après, quoi. Et après, on peut même se sentir suffisamment bien, comme j'essaie de le faire là, pour agir sur le physique et faire en sorte de perdre les kilos en trop. Du coup, on va rester sur être bien dans sa tête. On parle beaucoup à l'heure actuelle de la psychologie positive, même si on sait que chaque jour où on se lève, on n'est pas forcément toujours de bonne humeur et forcément optimiste d'une manière, donc c'est très fluctuant. Et moi, j'aurais plus envie de parler d'attitude positive au quotidien. Toi, qu'est-ce que tu fais pour maintenir une attitude positive chaque jour, même s'il y a des aléas? Parce qu'on sait que c'est pas linéaire, quoi. Ouais, ça c'est sûr et certain. Je pense que j'essaye juste de relativiser. En fait, si j'ai un tracas du quotidien, etc., et que je sens que ça commence à me monter. Pardon, excuse-moi Sébastien, ça fait 3 fois que ça toque et ils sont tous partis déjeuner. Il faut absolument que j'aille ouvrir la porte. Je suis désolée. Je leur ai dit de pas me déranger, hein, mais je suis désolée. J'arrive. Je pourrais peut-être couper ça, je sais pas. Désolée. En fait, quand je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange, que ce soit sur le pro, sur le perso, etc., et que ça commence vraiment à me monter et à me couper un peu le souffle, je me pose, j'essaye de me poser et je réfléchis en me disant, bon, quel est le problème? Le problème, c'est ça. Ok. Est-ce que c'est grave? La plupart du temps, heureusement, ça n'est pas grave. On parle de tracas du quotidien, voilà.
comment je peux faire pour régler ce problème? Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Bon, j'essaye de peser en fait le pour et le contre, laquelle choisir, etc. Et si il y a pas, enfin si c'est pas sous mon contrôle à moi, si je peux rien faire pour changer la situation, si c'est que le temps ou si ça n'est pas de mon ressort, etc. Bah je me calme en fait parce que ça sert à rien de se rendre anxieuse comme ça et de se faire du souci pour quelque chose sur lequel je n'ai pas le contrôle. Si j'ai le contrôle dessus, bah je fais ce qu'il faut pour le régler. Mais dans tous les cas, il y a forcément un moment où j'essaye de calmer en fait cette anxiété qui monte et qui me paralyse, juste en prenant du recul et en essayant de relativiser sur la situation la plupart du temps. Ouais, du coup, tu t'as appris finalement à, comment dire, à faire la part des choses entre ce qui est de ton ressort et ce qui ne l'est pas, et Exactement. finalement te concentrer sur ce qui dépend de toi et pas forcément ce qui pourrait être, comment dire, dans les mains des autres dont tu n'as pas la main, en fait. Exactement. C'est comme, enfin, je prends un exemple tout bête, mais quand vous êtes en retard le matin et que vous êtes dans les transports, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que bon, le métro, vous n'allez pas le faire aller plus vite. Pareil, les bouchons, vous n'allez pas les faire disparaître. Mais pourtant, vous êtes stressé parce que vous savez que vous allez être en retard. Que faire? De toute façon, vous êtes en retard. Enfin, c'est-à-dire que, bon, alors bien sûr, après, je suis pas, c'est pas une manière nonchalante que j'encourage, bien sûr que non. C'est juste une manière de se détendre quand les choses de toute façon ne sont pas de notre ressort. Alors oui, vous le referez plus et vous apprendrez quand même la leçon de vous lever plus tôt ou de partir plus tôt et d'anticiper les bouchons. Mais sur le moment, à l'instant T, quand vous êtes assis dans le bus et qu'il est 9h32 et que vous aviez rendez-vous à 9h30, qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Rien. Donc cette anxiété-là, elle sert à rien. Et c'est en ça que, oui, il faut faire la part des choses. Alors bien sûr, voilà, on envoie un message au patron, on envoie un message au client en disant, écoutez, je suis vraiment désolée, je vais avoir du retard, on s'excuse, voilà. Mais c'est des situations comme ça où, quand on n'a pas la main dessus et qu'on ne peut rien faire pour contrôler le problème, ça sert à rien de stresser. Et c'est comme pour tout ce qui est anticipation. Je dis ça avec beaucoup d'ironie aujourd'hui parce que cette semaine, j'ai beaucoup pensé justement à l'avenir, etc., de Squarely, et je me faisais beaucoup de soucis. Et en fait, je me suis calmée à partir du moment où je me suis dit, mais pourquoi stresser sur des pires scénarios qui ne sont que hypothétiques, en fait. Et ça me fait monter de l'anxiété comme si c'était vraiment déjà le cas, alors qu'il est possible que ça n'arrive même pas. Alors, c'est probable, c'est pour ça que je me pose des questions, mais est-ce que ça vaut la peine de stresser? Est-ce que ça va être constructif? Franchement, non. Travailler ou essayer de trouver des solutions sous le stress, c'est pas du tout constructif. C'est pas comme ça qu'on avance. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment apprendre d'abord à se calmer pour se reconcentrer et essayer de trouver des solutions s'il y en a. Pour te calmer, tu utilises des outils, des techniques? Alors, je fais beaucoup travailler ma tête, je me parle beaucoup. Mais au-delà de ça, moi, la musique me calme. La musique me calme beaucoup. Ça me permet voilà, de vraiment juste de plus trop penser parce que je suis concentrée plus sur la musique et notamment la musique de film. Moi, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de bandes originales de films sur lesquelles il n'y a pas de paroles qui vont pas nous déranger ou nous déconcentrer. Généralement, c'est plus des musiques orchestrales, du violon, du piano, de la contrebasse. Enfin, bon, bref, moi, ça me berce. Et puis, généralement, c'est vrai, les bandes originales de films, si vous prenez les films type Marvel et compagnie, elles ont un aspect très épique qui donne aussi un peu la niaque à des moments où on est on a un peu dégonflé, quoi. Moi, ça m'aide à reprendre un petit peu le contrôle. Faire du sport, ça permet quand même de vachement décharger au niveau du stress, je trouve. Ça peut être courir, ça peut être, je sais pas, la musculation, des pilates, du yoga, c'est super. Le yoga, c'est génial. Et faire un peu de méditation aussi. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent, des applications, même des programmes sur Netflix, etc., qui vous permettent de faire un peu de méditation juste sur le temps que vous avez devant vous. Ils vous proposent des programmes 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, et ça fait vraiment du bien.
Pendant ta période de convalescence du cancer, qu'est-ce que tu faisais pour te remettre en... Tu utilisais par exemple des applis avec je sais pas moi, des choses pour mesurer ton humeur, pour tu sais, histoire d'avoir un suivi perso, plus t'inciter à aller faire un peu de sport quand même si c'est une période de convalescence difficile. Alors le sport, c'était compliqué pour le coup parce que bon, j'ai été alitée pendant longtemps, etc. Donc c'était vraiment compliqué de me remettre en scène. Et d'ailleurs, psychologiquement, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai mis beaucoup de temps à me remettre au sport parce que je me suis conditionnée dans ma tête à cette fatigue extrême, en fait. On m'a tellement dit, il faut que vous vous reposiez, il faut que vous vous reposiez, il faut que vous vous reposiez, que j'ai mis trop de temps à processer le moment où ça allait mieux et que j'étais capable de faire du sport. Et j'ai continué à me dire non mais je vais pas être capable, je vais être essoufflée, ça va pas aller, je vais pas tenir, etc. Et d'ailleurs, j'ai été très très surprise dernièrement d'avoir réussi à courir pendant 20 minutes au bois, tranquille. Et je me suis dit mais c'est incroyable, je suis pas si essoufflée que ça en fait. Donc psychologiquement, je pense que j'ai gardé un petit blocage là-dessus à cause de la maladie au niveau du sport. Par contre, il y avait plein de choses que je faisais pour m'évader un petit peu et me faire me sentir mieux. J'ai fait de la peinture. Ça, c'était génial parce que pour le coup, alors je n'ai aucune compétence en dessin, je n'ai aucune prétention à en avoir. J'ai juste acheté des petites toiles, un petit kit d'acrylique avec des pinceaux, des machins. Je prenais un modèle sur Internet et puis j'essayais de le recopier comme ça. Et c'est vachement bien parce que je pensais à rien. Ça, c'était super. J'ai fait pas mal de Lego aussi. Enfin, c'est drôle, mais les Lego, c'est pas mal aussi parce qu'en fait, vous avez... Voilà, il y a un fascicule devant vous avec différentes étapes. Vous cherchez la bonne pièce. Hop, ça rentre, c'est merveilleux. Ça donne un truc magnifique. Super, quoi. Et puis, je chante aussi. Ça, c'est une passion aussi que j'ai depuis très longtemps. Ouais, je suis en ligne, Anna. Désolée. Pardon. C'est une passion que j'ai depuis très, très longtemps, dont j'ai même voulu faire mon métier quand j'étais petite. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure être une star dans le portrait chinois. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment un loisir et une passion qu'autre chose. Mais j'ai toujours eu cet amour de la musique et enfin, pour moi, la musique, ça me permet vraiment de m'évader. Donc, que ce soit juste en écouter ou en jouer ou en chanter, c'est un bon moyen pour moi de penser à autre chose et de déstresser. Ouais, t'as été beaucoup dans l'art-thérapie. Ouais, absolument. Ouais, c'est vrai qu'inconsciemment, ouais, c'est ça. On va parler de motivation. Donc, quels sont les éléments que tu utilises pour te motiver, de donner du sens à ce que tu fais et finalement avoir des défis personnels et professionnels. Donc, quelles sont les choses que tu mets en place pour te booster peut-être dans les moments où c'est plus compliqué parce qu'une fois de plus, là aussi, hein, la motivation, elle est fluctuante en fonction des Bien jours. sûr, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, je me rends compte que sur différents plans, j'ai besoin de motivation. Et sur différents plans, on retrouve quand même à peu près les mêmes outils. Je m'explique. J'essaye de perdre du poids. J'ai une entreprise que j'essaye de faire développer encore et encore. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Il y a un objectif pro et un objectif perso. Et en fait, dans les deux cas, ce qui me motive, c'est tout bête, mais c'est vraiment l'envie et la volonté d'arriver à mon but. Je suis quelqu'un d'assez entier et j'ai du mal à faire les choses à moitié. C'est où je vais tout faire, ou je vais rien faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup fluctué au niveau du poids, parce que c'est soit je perds 30 kilos, soit je ne m'arrête pas de manger comme une vache. C'est vraiment le noir ou le blanc. Et en fait, en entreprise, c'est différent. Et j'ai appris à faire les choses différemment parce que je me suis vite rendu compte que le ou tout noir ou tout blanc en entreprise, ça marche pas. Parce que quand vous avez une équipe que vous devez manager et motiver, c'est pas seulement vous que vous devez motiver, c'est aussi les gens. Et si vous n'êtes pas motivé, les gens ne le seront pas. Donc, il y a pas mal de choses que je fais qui sont déjà de me rappeler de mon but, me rappeler de pourquoi en fait je fais tout ça
et de me rappeler combien ça en vaut la peine parce que la victoire sera excellente dans tous les cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se fixer aussi des petits objectifs au milieu, enfin avant le grand objectif, parce que souvent, forcément, c'est des objectifs qui sont toujours atteignables, mais difficilement atteignables. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la victoire est plus belle quand c'est plus dur et que la montagne est plus haute. Mais vous savez, une montagne, ça fait pas ça. Une montagne, c'est elle-même, elle a des paliers en fait. Et ces paliers, je pense qu'ils sont importants pour apprécier aussi les petites victoires qui vont mener vers la grande victoire. Et ça, je pense que c'est vraiment le cas, quel que soit votre objectif, qu'il soit pro, qu'il soit perso, qu'il soit créatif, qu'il soit sportif. Si vous vous fixez déjà des mini-paliers, des mini-victoires, vous serez déjà super fiers d'avoir fait ces choses-là et vous verrez moins, en fait, le côté insurmontable et la grande montagne. Voilà. Ok, très bien. J'ai envie de parler d'émotions avec toi. Notamment la gestion, hein, la gestion des émotions. On sait que c'est pas forcément toujours quelque chose d'évident et très souvent par rapport à ça, notamment dans le monde de l'entreprise, on parle de savoir gérer la pression. Après, on peut y mettre beaucoup de choses dans la pression. Ça peut être la pression financière, la pression du développement, la pression de trouver toujours des clients pour faire croître son activité. Quelles sont les ressources? Comment toi tu t'y prends en fait pour gérer au mieux finalement cette pression qu'on peut mettre entre guillemets? Alors, pour être honnête, c'est le plus dur. Quotidiennement, c'est vraiment le plus compliqué à faire. Il n'y a pas trop de bruit autour de moi, t'entends pas trop de bruit? Non, ça va? Ok, tant mieux. Ils font beaucoup de bruit. C'est le plus dur à faire parce que ça peut être très très décourageant. En fait, quand vous avez la concurrence, certains échecs, et on en a parlé, c'est vrai au sein d'une carrière, on a forcément des échecs. C'est pas toujours facile à l'instant T de se dire bon, allez, c'est pas grave, j'y vais, de lâcher prise. Mais je pense que c'est ça la clé. C'est un peu comme le stress dont je parlais tout à l'heure. C'est d'évaluer la situation, de se demander si c'est vraiment la fin du monde. Et la plupart du temps, ça ne l'est pas. Et de relâcher, en fait. D'accepter, en fait, de lâcher certaines choses et d'accepter le fait que parfois, ça se passe pas toujours comme on veut que ça se passe. Mais de ne pas lâcher notre objectif de nos yeux, en fait. En fait, c'est le chemin, les chemins qu'on prend, etc. Il y a des choses qui sont de notre ressort, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y a des choses qu'on avait vues d'une certaine manière. Et ça se passe pas vraiment comme on voulait. Mais si au final, vous allez quand même atteindre votre but, d'une manière ou d'une autre, parce que vous allez vous en donner les moyens, c'est pas grave. Il faut accepter que c'est pas grave, ce client, je voulais vraiment le signer, mais je l'aurai pas. Peut-être que je l'aurai plus tard. Et j'ai plein d'exemples comme ça, mais il y a eu un client comme ça que je voulais vraiment et qu'on n'a pas eu, on a perdu l'appel d'offres parce que voilà, ils ont choisi une autre agence, c'est des choses qui arrivent. Et sur le moment, vraiment, j'étais super contrariée parce qu'on a beaucoup travaillé pour leur proposer des choses, etc. Et en fait, après coup, je me suis dit, mais c'est pas grave, on s'est vachement formé là. On a vraiment bien bossé, on a structuré comme on n'avait jamais structuré pour aucun autre client avant une proposition. Ça nous a appris plein de choses et maintenant, on va proposer les choses comme ça à nos futurs clients. Pas passer avec eux, c'est pas grave, ça passera avec d'autres. Et au moins, on en a tiré ça. Donc, je pense que c'est essayer de voir dans chaque échec les leçons, déjà, parce qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Jamais. Si on arrive à en tirer quelque chose de positif, on a quand même gagné dans l'histoire. Et toujours garder son objectif dans les yeux. Justement, toi, tu es dans le monde un peu de la création de contenu audio et visuel qui demande, en tout cas, je pense, de la concentration, pouvoir capter les moments, faire rien rater, quoi. Des choses qui pourraient être importantes à l'écran et qui, voilà, souvent on voit, il y a des moments qui sont plus, captivants que d'autres. Plus fort, ouais, bien sûr.
comment toi tu fais pour, dans le cadre de ton job, pour optimiser ta concentration et arriver à garder cette concentration? Alors, je pense qu'il y a déjà beaucoup de préparation en amont, et que la clé, c'est l'organisation. Nous, on fait un travail qui est très créatif, j'ai une équipe qui est très créative et les créatifs, ça peut parfois un peu se disperser, être inspiré par autre chose alors qu'il y avait autre chose qui était prévu et cetera. Donc c'est vrai que, nombreuses sont les fois où on aurait pu effectivement se disperser et mal faire le job. Mais on a bien fait le job parce que justement, il y a toute une organisation derrière. Avant de partir en tournage, on va tout préparer. On va faire une feuille de route avec des horaires. Voilà, de telle heure à telle heure, il va falloir faire ça. De telle heure à telle heure, il faudra faire ça, etc. Pour que tout rentre dans la journée, pour qu'on s'assure d'avoir tout le contenu dont on a besoin sur la seule journée de tournage. Surtout pas se rendre compte après coup que il nous manque ça, il nous manque ça. Enfin, ça c'est l'horreur et la hantise de n'importe quelle agence. Donc je pense que la clé c'est l'organisation. Après malheureusement on peut pas avoir la main sur la concentration de tout le monde et de toute l'équipe. Mais voilà, c'est dans nos valeurs à nous d'être professionnels et donc d'être concentrés. On a la chance de faire un métier qui est quand même amusant, c'est très fun et on s'amuse beaucoup au sein du travail et c'est ce qui nous aide, je pense aussi, à rester cadrés parce que il y a pas un moment où on pète un câble parce qu'on n'en peut plus d'être sur notre travail ou comme le travail reste quand même vachement fun, qu'on a beaucoup de liberté, qu'il y a de la créativité qui rentre en jeu, etc. On est quand même vachement sain d'esprit et au niveau mental, la charge mentale est pas non plus énorme. Et on s'amuse tout simplement en gardant nos objectifs en tête parce qu'on est bien organisé et en sachant juste, voilà, les objectifs du jour, c'est de faire ça. Bon, bah, tant que le but est atteint, encore une fois, bon, bah, il n'y a aucun problème pour le faire de manière fun, amusante, détendue. Alors, c'est sûr que, bon, selon le client, on s'adapte quand même parce qu'il y a certains clients qui ne sont pas forcément dans cet état d'esprit-là et il n'y a pas de souci. On sait se montrer très professionnel. Mais je pense qu'on peut faire du professionnel en s'amusant et que ça peut être la clé pour rester sain d'esprit et ne pas avoir une trop grosse charge mentale. Très bien. J'ai envie de te parler d'une dernière notion dont on parle beaucoup, notamment dans les déterminants de la performance en préparation mentale, c'est ce qu'on appelle la détermination. Quelle signification toi tu donnes à cette notion de détermination? Pour moi, la détermination, pardon, c'est le fait de ne jamais abandonner. C'est le cousin de la résilience et de la ténacité. Et c'est le fait d'avoir fixé un objectif et de ne pas arrêter tant qu'on l'a pas atteint. Voilà. Okay. Alors, écoute, là, on est arrivé à la fin de l'interview. Déjà, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Traditionnellement, ce que j'aime bien faire, c'est tu auras un message qui te tient à cœur, que tu aimerais laisser pour conclure cet épisode et dire au revoir à nos auditeurs et nos auditrices. Oui. Ne vous prenez pas la tête. Faites confiance. Faites confiance au process, surtout dans les moments où ça va pas. Et dites-vous surtout que parfois, le plus souvent, ces moments où ça va pas sont nécessaires pour que ça aille mieux après. Et que derrière chaque tempête, il y a le soleil. Donc il faut pas abandonner, il faut pas se laisser tomber et il faut garder en tête pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est important. Merci Léa, merci aux auditeurs et aux auditrices qui ont écouté ce podcast jusqu'au Merci bout. beaucoup. N'hésitez pas à aller soutenir le podcast, à mettre des j'aime sur vos applis Apple Podcast, Spotify. Voilà, ça aide grandement au développement des écoutes du podcast et n'hésitez pas à le suivre également sur les différents réseaux sociaux. Et écoute Léa, merci beaucoup. Merci à toi. Je ne manquerai pas de mettre les coordonnées de ton entreprise et de ce que tu fais dans les liens du podcast. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup à toi, Sébastien.
Et voilà, nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que le témoignage de notre invité vous a inspiré et donné des clés concrètes pour développer votre propre résilience. Au cours des prochaines interviews, nous continuerons à vous offrir une boîte à outils complète pour transformer vos épreuves en tremplin vers le succès. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Pour continuer à progresser dans votre mindset, n'hésitez pas à réécouter certains épisodes ou à me contacter directement. Ma porte est ouverte pour répondre à vos questions sur la préparation mentale. Je vous dis aussi à bientôt sur les réseaux sociaux du podcast pour de nouveaux contenus, quiz, défis mentaux et autres surprises, ainsi que la newsletter. Souvenez-vous que la lumière triomphe toujours des ténèbres dès lors que nous choisissons de persévérer. Alors, gardez confiance en vos rêves et à très vite pour de nouvelles aventures ensemble.